Sans détour avec Élisane Pellerin. Bonjour, bienvenue à cette nouvelle émission de Sans détour. Cette semaine, on reçoit Charlie Rousseau qui vient nous parler de son nouveau balado sur les voyages. On reçoit également le chercheur en maîtrise Vincent Gaudreault qui travaille pour le chaire Autodétermination et handicap de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Et on recevra Isabella Ficoretti qui va nous parler des nouveautés chez Ami Télé. On rejoint tout de suite Mme Charlie Rousseau pour nous parler de son balado sur les voyages. Bonjour Charlie. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous? Oui, merci beaucoup. Donc, vous avez un nouveau projet qui est un balado qui parle de voyages qui s'appelle les Backpackers. Oui, exactement. On est dans l'ère des podcasts, des balados, donc je pense que ça allait de soi de créer quelque chose qui peut répondre aux besoins des gens qui sont des voyageurs ou même des gens qui n'ont jamais voyagé, mais qui l'industrie du voyage les intéresse. Moi, j'ai commencé à voyager il y a 5-7 ans. Donc, justement, malgré le fait que je sois en situation de handicap, j'ai commencé à voyager seule en backpack. Puis c'est sûr que ça a été très formateur comme expérience avec les hauts et les bas. Puis ça fait en sorte que je voulais partager mon expérience, mais donner aussi envie aux gens avec ou sans handicap de vouloir voyager plus loin, plus longtemps et plus souvent aussi. Oui, car je crois que votre co-animatrice donc n'est pas en situation de handicap, là. Non, exactement. C'est une amie justement que j'ai rencontrée en voyage en Grèce, pour être plus précise. Donc, on s'est rencontrés elle est du Québec, là, elle est québécoise tout comme moi, et on s'est rencontrés en voyage. On était les deux passionnés par le voyage. On s'envoyait de longs vocaux sur le voyage et nos expériences précédentes. Donc, on s'est dit, pourquoi ne pas se lancer et partager cette passion aux autres personnes. Combien d'épisodes de sortie en ce moment, Charlie? Alors, en ce moment, il y a 2 saisons qui totalisent 30 épisodes. Donc, quand même. 15 épisodes par saison. Donc, la saison 1 et la saison 2. On est actuellement pour tout dire, on est en recherche de nouveaux partenaires pour pouvoir entamer la production de la saison 3 pour, dans un monde idéal, le début de la saison 2026. On est dans un air où il y a beaucoup de podcasts et c'est des podcasts de qualité qui sont visuellement attrayants aussi. Donc, c'est sûr que nous, on s'est dit, tant qu'à embarquer dans le projet, on veut faire les choses à 100% et donc pouvoir offrir encore un produit de meilleure qualité possible aux gens qui nous écoutent. Donc, c'est pour ça qu'on est à la recherche de partenaires pour nous aider à réaliser le projet. Oui, ça prend un certain budget pour avoir un équipement qui est de qualité, puis être capable de mettre un environnement qui va favoriser là, vraiment l'enregistrement qui est bon pour vous, là. C'est ça, exactement. Exactement. Donc, on peut faire les choses de nos jours avec une caméra de téléphone cellulaire et un ordinateur, mais nous, on vise quelque chose d'un peu plus haut, justement, pour garder aussi notre communauté qu'on a su créer au cours des 2 dernières saisons. Le but, c'est vraiment de parler, oui, de voyage. On a reçu des personnalités publiques, Jonathan Roberge, Dominique Arpin, qui est venu nous parler de la van life, Geneviève Ogleman, qui est venue nous parler de mélanger le travail, la famille et le voyage, parce que elle a voyagé avec ses enfants dès qu'ils étaient très jeunes. Donc, c'est la preuve que ça se peut de voyager, même en ayant des enfants. Fait que je pense que c'est vraiment inspirant. Il y a aussi des gens qui ne sont pas connus, qui sont venus parler de leur expérience comme voyageurs. Donc, c'est très intéressant. En quoi votre podcast se démarque des autres podcasts sur le voyage? Parce qu'il y a quand même une offre là, qui est variée. Là.
C'est vrai, mais en fait, fait intéressant, lorsqu'on a vraiment lancé le podcast, les Backpackers, on était les premières au Québec. Là, évidemment, il y en a d'autres à travers le monde. En fait, les premières à parler de voyages tout type confondus. C'est ça aussi qui nous démarque. Parce qu'il y a des blogs, tout comme il y a des podcasts qui existent au Québec et ailleurs, où, par exemple, on offre une offre de camping. Donc, on va parler des meilleurs spots à aller ou pour faire du camping au Québec ou pour de la van life. Vous voyez, c'est des thématiques très ciblées. Alors que nous, on parle vraiment de tout. Donc, selon les thématiques des différents épisodes, mais on n'a pas une seule ligne directrice. C'est pas le voyage seulement au Québec, c'est pas non plus pas au Québec, ça peut vraiment être de tout. Et l'offre reste quand même assez, depuis qu'on s'est lancé, c'est quand même exclusif. Je vous dirais qu'il au total, il y a 2 podcasts sur le voyage comme nous, là. Puis nous, on en fait partie au Québec. Puis tu sais, je me dis, les Québécois et Québécoises sont beaucoup plus attirés probablement vers ce type de contenu parce que ben c'est le fun d'entendre des podcasts sur le voyage en France quand, exemple, on prépare un voyage en France, puis que ça nous donne plus d'informations. Mais sinon, tu sais, je pense qu'on veut avoir un produit local. Oui. Et puis, vous avez parlé, donc, au début de l'entrevue de votre handicap. Vous êtes en situation de handicap. Qu'est-ce que ça apporte comme défi d'être en situation de handicap quand on décide de faire des voyages, particulièrement des voyages en sac à dos? Ben, mon Dieu, c'est une bonne question. Ça en emporte beaucoup. C'est sûr que ça dépend du type d'handicap aussi. Moi, j'ai quand même la chance d'être mobile, donc de pouvoir me déplacer. Ça apporte, ben, tu sais, je veux dire, ne serait-ce que de tenir nos bagages, d'apporter mes valises, des backpacks. C'est lourd, c'est complexe, c'est épuisant aussi, de marcher des longues durées également. Mais de plus en plus, puis j'en parle aussi dans le balado, de plus en plus que j'ai commencé à voyager, de plus en plus j'ai découvert les services qui existaient, qui étaient disponibles également pour les voyageurs en situation de handicap. Ne serait-ce que par exemple les services dans les aéroports, qu'on peut venir vous chercher à la porte de l'aéroport, vous mettre dans un fauteuil roulant ou dans une navette, et on vous apporte carrément dans l'avion, là. Je veux dire, la prochaine fois que vous êtes assis, c'est sur le banc, sur le siège de l'avion. On peut aussi, évidemment, le faire une fois arrivé à destination. Il vous aide à apporter vos bagages. Il y a beaucoup de services là, qui sont mis en place, qu'on peut réserver aussi dès lors de la réservation pour le billet d'avion. Il y a aussi les services d'un accompagnateur, par exemple pour quelqu'un qui est en situation ou qui ne voit pas, donc quelqu'un de non-voyant pourrait avoir accès à un accompagnateur. Et d'ailleurs, je donne un exemple, au Canada, quand tu es en situation de handicap, tu peux voyager et ton accompagnateur ne paye pas. Donc, il y a quand même des avantages. Il n'y a pas juste des défis. C'est sûr que, bon, il y a un petit processus face à ça. C'est pas on arrive à l'aéroport et on dit, voilà, mon accompagnateur est là, c'est gratuit. C'est un petit, faut préalablement remplir un formulaire attesté par le médecin. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, on fait ça avec chaque compagnie aérienne. Et ensuite, exemple, demain matin, tu veux aller à Toronto, ben ton accompagnateur ne payait pas. C'est quand même bon à savoir, là. Pour les gens qui n'étaient pas au courant, parlez-nous là, des plus beaux voyages que vous avez faits dernièrement. Là. Qu'est-ce qui vous a surpris dans les destinations où vous êtes allés? Mon Dieu, ben c'est sûr que c'est le fun de pouvoir ouvrir ses horizons au monde et à différentes cultures. Mon plus récent voyage, c'était le Sri Lanka en Asie. Une partie du monde que j'ai longtemps boudé parce que, je sais pas, ça m'intéressait moins. Je trouvais que pour esquiver l'hiver, des fois l'Amérique du Sud était plus à proximité, l'Europe. Mais l'Asie, wow, là, je veux dire, on en parle, c'est fabuleux comme culture, c'est tellement à découvrir également. Ça peut être considéré comme, on peut voyager avec un plus petit budget parfois, donc ça, c'est super aussi. Donc, le Sri Lanka, une destination vraiment méconnue, ne serait-ce que pour aller faire des safaris avec des éléphants en liberté, tu sais, ce genre de choses. Il y a les Philippines, là, aussi, qui s'en viennent pour moi. En fait, je ne suis pas encore allée, mais j'ai très hâte. Ce genre de destination-là, les îles Canaries, j'en aurais longtemps à dire. Et puis, Charlie, vous êtes donc animatrice de balado, mais vous êtes aussi actrice, entre autres choses. Quels sont vos futurs projets pour 2026? Ben, en fait, on sait qu'on va avoir
très fortement une saison 3, j'imagine, de Vestiaire. On a hâte d'avoir la confirmation puis de pouvoir commencer les futurs tournages pour l'émission Vestiaire. Il y a l'envers de Vestiaire qui va venir aussi avec une saison 2 au printemps prochain. Mon Dieu, d'autres projets, des différentes collaborations, des conférences. J'ai vraiment hâte de pouvoir partager mon message au monde ou aux étudiants où je vais aller. Parce que vous êtes aussi conférencière là, sur le handicap, entre autres, et intégration. Oui, c'est ça. Et puis, en revenant là, sur votre balado, où est-ce qu'on peut écouter là, pour les gens qui s'y intéressent, qui ne connaissent pas encore votre balado? C'est vraiment partout. Donc, en fait, sur Apple, Balado, Spotify, bref, on marque les Backpackers sur Instagram, sur Facebook. On a évidemment des réseaux sociaux sur TikTok, sur Patreon avec du contenu exclusif. Donc, tu deviens membre Patreon et tu peux avoir accès à du contenu qui n'a jamais vu le jour ailleurs, qu'on peut pas retrouver sur YouTube, exemple, alors que les épisodes normaux, on peut les retrouver sur YouTube. Donc, les Backpackers, c'est vraiment disponible partout. Merci beaucoup, Charlie, de nous avoir partagé votre projet donc de balado et on espère vous revoir dans les prochains mois avec d'autres projets. Et puis, on espère également que vous aurez une saison 3 là, du balado avec des gens qui vont vous supporter pour être capable de faire une saison qui va répondre à vos attentes. C'est génial. Mais merci beaucoup. Merci, Charlie. Bonne journée. Rejoint maintenant M. Vincent Gaudreau, qui est chercheur à la chaire autodétermination et handicap de l'Université de Trois-Rivières et qui fait donc son projet de mémoire là, sur les habitations pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Bonjour, M. Gaudreau. Oui, bonjour. Vous allez bien? Ça va bien vous-même? Oui, merci beaucoup de me recevoir. C'est une belle chance pour moi d'avoir la chance de vous parler aujourd'hui et de partager mes projets de recherche. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, les gens de la chaire autodétermination et handicap et de l'Université de Trois-Rivières. Plus précisément, donc, vous travaillez sur les caractéristiques dans les résidences qui favorisent l'autodétermination et la participation sociale des personnes avec une déficience intellectuelle. Donc, Ma première question, qu'est-ce que l'autodétermination, Vincent? C'est une bonne question. Donc, l'autodétermination, c'est d'être l'acteur de sa propre vie. C'est de faire des choix qui nous ressemblent, mais aussi d'avoir du contrôle sur son quotidien. On peut penser, par exemple, à quand on a décidé de déménager en appartement. Souvent, on part de la maison familiale, puis on commence tranquillement à décider un peu à quelle heure on va se coucher, qu'est-ce qu'on va manger, si on fait un événement avec des amis. Pour nous, c'est des choses qui sont vraiment simples, mais qu'on est une personne qui vit avec une déficience intellectuelle, qu'on a toujours vécu chez nos parents, souvent, c'est la première fois qu'on a la chance de pouvoir décider de ces petites choses-là du quotidien. Puis, c'est exactement ça. L'autodétermination, c'est le fait de pouvoir prendre des décisions qui nous ressemblent et qui sont significatives pour nous.
Pouvez-vous donner des exemples de caractéristiques dans les résidences qui favorisent l'autodétermination des personnes qui vivent avec une déficience intellectuelle? Oui, absolument. Une qui m'intéresse énormément, c'est le fait, c'est la posture du personnel en soutien résidentiel. C'est entre autres le respect envers l'intimité que le personnel démontre au quotidien pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle. Souvent, on peut le voir lorsque les personnes, les membres du personnel, ils vont appeler avant de se déplacer dans le milieu de vie, dans l'appartement de la personne. Ils vont s'assurer de prendre un rendez-vous. Ils vont pas juste se présenter, cogner à la porte, puis dire, c'est ici, maintenant, ton rendez-vous est aujourd'hui, puis il y a aucune prévisibilité, là. C'est vraiment, ils prennent le temps de planifier dans l'horaire, de demander à la personne la permission, puis ça fait en sorte justement de permettre d'envoyer le message que l'appartement, il appartient à la personne. C'est son chez-soi à elle, puis on respecte son environnement de vie. Et puis, vous en avez parlé. Donc, évidemment, il y a des personnes avec déficience intellectuelle qui peuvent vivre dans des appartements plus traditionnels. Il y a aussi des personnes avec déficience intellectuelle qui vont vivre dans des appartements qui sont supervisés, donc avec du personnel qui est là, soit dans le jour, qui est là 24 heures sur 24, tout dépendant des besoins. Et vous avez nommé quelque chose, c'est aussi de cogner à la porte, même si ces personnes-là donc travaillent dans le même environnement, de cogner à la porte avant d'entrer, par exemple. C'est un détail, mais ça fait toute la différence. Exactement. Puis, il y en a plein d'autres. J'ai plein d'autres exemples. Là. Il y en a une tonne aussi. Il y a entre autres les outils qui sont utilisés qui font aussi une grande différence. On peut penser à la tâche d'aller à l'épicerie. Le fait d'avoir un outil qui est organisé en fonction des allées avec des pictogrammes qui vont permettre à la personne qui reçoit sa sœur à souper de pouvoir facilement réaliser la tâche, de pouvoir simplifier une tâche qui est complexe en une tâche maintenant vraiment plus simple, puis pouvoir aller trouver les chips préférés de sa sœur dans l'épicerie, de pouvoir préparer son repas et de recevoir sa famille. Ça fait toute une différence pour la personne dans son quotidien, puis ça lui permet justement de faire comme tout le monde. Oui, et ça favorise l'autonomie de ces personnes-là, hein, parce qu'on a souvent tendance à faire pour eux ou à faire à leur place, mais développer l'autonomie, ça permet à ces gens-là, donc avec les années, de devenir de plus en plus autonomes et d'être capable, vous l'avez dit, de faire des choix qui correspondent à leurs besoins et à leurs préférences. Qu'est-ce qui vous a apporté, qu'est-ce qui vous a mené plutôt à vous intéresser donc aux caractéristiques résidentielles qui favorisent l'autodétermination et la participation sociale? Ça vient de mon expérience sur le terrain. J'ai travaillé pour des organismes communautaires qui ont développé des milieux de vie, des milieux résidentiels. Puis moi, ce que j'ai observé à ce moment, quand je travaillais sur le terrain, c'est que il y a des personnes qui s'épanouissent en vivant dans leur milieu, dans un milieu résidentiel, en vivant dans leur chez-soi. Puis en questionnant ces personnes-là, je me suis aussi rendu compte qu'ils ont vécu dans de nombreux milieu résidentiel avant de déménager là où je travaillais. Mais dans ces autres milieux-là, il n'y avait pas la chance de s'épanouir. Ils n'étaient pas aussi pétillants. Il n'y avait pas une vie illuminée comme dans le milieu où je travaillais. Puis je me suis demandé à ce moment-là, qu'est-ce qui fait vraiment la différence? Parce que la personne, elle n'a pas changé du tout au tout en déménageant. Elle n'a pas acquis des nouvelles capacités par magie. Donc, pour moi, c'était vraiment l'environnement qui faisait la différence. Puis ça m'a amené justement à me poser la question, puis à regarder plus en profondeur les caractéristiques des milieux résidentiels qui vont vraiment faire en sorte de créer les conditions favorables pour l'autodétermination et la participation sociale. On a parlé d'autodétermination. Parlons maintenant de la participation sociale. Qu'est-ce qui favorise la participation sociale dans un milieu résidentiel? Ça, c'est une bonne question. Puis, c'est justement, en ce moment, en travaillant sur mon mémoire, il y a beaucoup de belles choses qui ressortent de tout ça. Puis, l'une d'entre elles, c'est, entre autres, le fait de pouvoir créer des milieux au sein même du milieu résidentiel qui vont permettre aux personnes de pouvoir échanger entre elles. Parce que la participation sociale, c'est pas seulement à l'extérieur du milieu résidentiel, mais c'est aussi à l'intérieur que ça commence. Il y a une scène qui me vient en tête, là. C'est quand j'ai rentré dans un milieu résidentiel où là, il y avait 4 personnes qui étaient en train de préparer des
mini-omelettes dans la salle commune. Puis il y a une d'entre elles qui a dit ah ben, moi, je suis pas vraiment bonne avec les couteaux, j'ai de la misère à couper, on dirait que je suis malhabile. Puis aussitôt, sa voisine, sa collègue, elle lui a répondu ben regarde, tu le tiens pas comme il faut le tenir comme ça, place-toi de cette façon-là, ça va être plus simple. Ben, c'est justement dans cette scène-là qui a de l'air de rien, mais la participation sociale, c'est pas de participer à l'activité, mais c'est justement les interactions entre les gens autour de la table. C'est le fait qu'elles puissent apprendre l'une de l'autre, mais aussi se soutenir. Mais pour faire en sorte justement que la participation sociale, elle puisse se développer puis prendre forme dans le milieu, ben, il faut des places pour pouvoir échanger avec les autres, mais il faut aussi créer une culture d'entraide où les personnes vont se respecter, mais aussi pouvoir demander de l'aide sans avoir peur d'être jugées. Donc, c'est ce qui favorise la participation sociale, c'est d'avoir des lieux disponibles pour ça, puis des lieux organisés. Vous avez évoqué au début le fait qu'il y a des endroits qui ne répondent pas aux besoins des personnes qui ont une déficience intellectuelle. Et j'imagine que dans la crise du logement actuel, là, c'est difficile pour tout le monde, évidemment, de trouver un logement, mais encore plus pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, qui ont peut-être des besoins particuliers. En quoi les défis par rapport au logement affectent les personnes qui ont une déficience intellectuelle plus que les autres? Ben, c'est une bonne question, puis c'est quelque chose en progression, je dirais. C'est aussi une question nuancée, mais un des défis au niveau de l'habitation pour les personnes qui ont une déficience intellectuelle, puis surtout pour les personnes qui ont un très grand niveau de besoin, ben, c'est qu'il y a très peu d'options résidentielles qui sont offertes. Souvent, pour elles, lorsqu'elles quittent le domicile familial, il y a juste 3 options. Soit elles restent chez leurs parents, soit elles peuvent aller dans des ressources de type familial. Souvent, on appelle ça des familles d'accueil, ou elles peuvent aller, si c'est possible pour elles, dans des appartements supervisés, si elles sont chanceuses, puis il y a des milieux comme ça disponibles pour répondre à leur niveau de besoin. Mais le problème en ce moment, c'est vraiment le fait qu'il y a justement très peu d'options. Il y a un très grand fossé au niveau du niveau de besoin, mais surtout du type de milieu résidentiel. Parce que soit on a un appartement supervisé, puis c'est parce qu'on a des bonnes capacités, on a des bonnes habiletés, même malgré nos besoins, ou soit on est en famille d'accueil, mais c'est pas toujours réaliste pour elles. Il y en a pour certaines personnes que la famille d'accueil, ben, ça fait en sorte qu'elles se sentent étouffées. C'est pas leur chez-soi. Mais justement, il faut être en mesure de pouvoir avoir une diversité de milieux qui est offerte. Puis là, entre nous, je pense que je peux vous partager un petit secret. C'est une conversation que j'ai souvent avec mon directeur de recherche. C'est le fait que on parle souvent d'un continuum résidentiel. Donc, vraiment, on pense à un des extrémités du continuum, c'est des milieux avec beaucoup, beaucoup de soutien. À l'autre, des milieux avec aucun soutien. On peut penser à un appartement dans la communauté. Mais justement, pour pouvoir déterminer ce continuum-là, on se fie au niveau de besoin. Mais il faudra avoir justement plus de variables, pouvoir identifier davantage de variables qui nous permettraient de créer une idée, d'avoir une idée de matrice pour pouvoir considérer, c'est quoi réellement les ingrédients des milieux résidentiels qui nous permettent de pouvoir avoir une bonne idée du besoin. Parce qu'une personne qui a une déficience intellectuelle, malgré son niveau de besoin, peut-être qu'elle pourrait, elle, vouloir vivre en colocation. Peut-être que ça pourrait l'intéresser, elle, de vivre en cohabitation intergénérationnelle. Mais c'est justement là le problème, c'est que il faut qu'on soit en mesure de pouvoir offrir plus d'options résidentielles pour que la personne elle puisse trouver le chez-soi qui lui convient. Ce que vous dites quand même fait beaucoup écho aux enjeux sociaux, oui, qu'on voit dans la société. Et ça me fait penser que vous et moi et la plupart des gens, on serait pas à l'aise d'aller en famille d'accueil et d'habiter chez quelqu'un d'autre, parce qu'on se sentirait évidemment là, pas chez nous, alors qu'on considère normal de faire vivre ça à des personnes avec déficience intellectuelle et d'avoir très peu d'autres options, vous l'avez dit. Donc, je pense que c'est un enjeu de société de se questionner à savoir si il y a pas, vous l'avez dit, il y a
des endroits, des habitations plus pertinentes pour répondre aux besoins qu'ont les personnes qui ont des déficiences intellectuelles, puis aussi, évidemment, là, leur permettre de participer à la société et non seulement d'être passif, mais de pouvoir apporter eux aussi à la société, parce qu'on oublie que même si on a une déficience intellectuelle, on peut apporter à la société puis avoir un impact positif dans la vie de tous les jours. Absolument. C'est absolument ça. Puis aussi, si je peux rebondir sur ce que vous venez de dire, tantôt je disais qu'il fallait nuancer, mais c'est qu'en ce moment au Québec, on a aussi des très belles initiatives. Il y a des organismes qui innovent, qui tentent des choses, qui expérimentent, qui osent essayer de faire les choses différemment. J'ai aussi rencontré plein d'intervenants et d'intervenantes qui sont passionnés puis qui croient vraiment que l'autodétermination, mais aussi que la participation sociale est vraiment significative puis peut faire la différence, que les personnes qui ont une déficience intellectuelle peuvent réellement contribuer à notre société. Mais surtout, j'ai aussi rencontré des personnes qui ont une déficience intellectuelle qui revendiquent leur place, qui osent demander puis qui osent dire qu'elles veulent vivre leur vie, mais une vie qui leur ressemble. Puis moi, je trouve que cette mobilisation-là, cette fierté-là, ben c'est justement ce qui permet de faire bouger les choses, mais aussi qui va permettre d'amener le changement, parce que c'est pas juste des initiatives politiques, c'est pas juste les décideurs qui vont pouvoir faire changer les choses, mais c'est aussi les personnes concernées elles-mêmes qui vont pouvoir faire bouger notre société en exigeant mieux. Fait qu'en ce moment, oui, il y a beaucoup de défis, mais il y a aussi beaucoup de progrès. Et il faut juste continuer de pousser. Et il y a aussi beaucoup de parents qui prennent l'initiative d'ouvrir ce genre de milieu-là pour leurs enfants en voyant qu'il manque de choix pour leurs propres enfants. Donc, c'est vraiment des militants, des militantes là, qui font un travail colossal là, pour faire avancer notre société sur ces enjeux-là. Monsieur Gaudreau, merci d'avoir été avec nous. Vous êtes chercheur à la maîtrise pour la chaire Autodétermination et Handicap. Le projet dont on parle, donc, des caractéristiques dans les résidences qui favorisent l'autodétermination et la participation sociale des personnes en situation de déficience intellectuelle. Il s'agit de votre projet de mémoire de maîtrise. Donc, ce sera avec plaisir qu'on pourra reparler des conclusions lorsque le travail sera complètement terminé. Mais merci d'avoir été avec nous dans les dernières minutes et de nous avoir parlé de cet enjeu de société qu'on oublie malheureusement trop souvent. Merci beaucoup de m'avoir reçu. Ça fait un plaisir. À très bientôt. Restez avec nous parce qu'après la pause, on parle avec Isabella Federici de Amitié et on aura la revue de presse un peu plus tard à l'émission. Vous écoutez Sans détour avec Élisane Pellerin. On s'entretient maintenant avec Isabella Federici, vice-présidente de développement et contenu et programmation chez Amitié. Bonjour, Madame Federici. Bonjour. Donc, vous nous parlez aujourd'hui d'Amitié et de vos programmes pour l'hiver 2026. D'abord, parlez-nous d'Amitié, de ce qui distingue cette chaîne de télévision des autres chaînes. Ben, en fait, Ami-TV va avoir 11 ans au mois de décembre et Ami-TV, c'est une chaîne qui ressemble un peu à Canal M. On s'adresse à des gens en situation de handicap. On produit du contenu qui parle de leurs intérêts, de leur ce qui les touche et aussi naturellement les gens qui orbitent autour d'eux et naturellement la population générale qui peut avoir un intérêt pour ce type de contenu-là. Donc, c'est des documentaires, des séries documentaires, des magazines. On a une émission hebdomadaire qui s'appelle Ça me regarde, qui est un magazine de service qui traite justement de sujets liés au handicap, qui est animé par Camille Chai. Et d'autres séries produites de façon indépendante avec des producteurs canadiens, québécois. Et je ne sais pas si vous avez entendu parler, par exemple, cet automne, on avait la série avec Grégory Charles qui s'appelle Tous en cœur, qui suit Grégory avec une chorale de personnes avec des pertes cognitives. Et on voulait démontrer de façon ludique, mais aussi scientifique, qu'il y a des bienfaits
la musique peut avoir un bienfait sur les pertes cognitives. Et c'est une série on savait que serait être très touchante et qui plairait aux gens, mais je pense qu'on a une belle preuve de ça avec ce succès-là. Et en fait, pour parler de ce qui s'en vient cet hiver, on va avoir une émission spéciale d'une heure, Tous en cœur pour Noël, où est-ce qu'on va suivre Grégory avec sa chorale, parce qu'on sait que déjà il travaille avec d'autres chorales, mais il va insérer la nôtre dans le spectacle qui va être tourné bientôt à l'église de Boucherville. Et ça va être plein de surprises, plein de chaleur, plein de bienveillance. On a hâte de montrer ça. Ça va être le 20 décembre sur Ami Télé et quelques reprises pendant le temps des fêtes aussi. C'est effectivement un projet qui est vraiment intéressant, que j'ai regardé d'ailleurs, puis que non seulement, évidemment, qui est touchant parce qu'on voit des personnes qui s'épanouissent au travers du chant malgré des difficultés cognitives, mais également au niveau scientifique, vous l'avez dit, on démontre quand même qu'il y a des possibilités pour le cerveau humain qu'on croyait impossibles jusqu'à maintenant. Ouais. C'est vraiment, on est très contente de cette série-là. C'est basé sur un format britannique. Eux l'avaient produit, ils avaient fait 2 fois 1 heure. Nous, on a décidé d'en faire une série de 8 épisodes d'une demi-heure pour approfondir un petit peu plus, qu'on puisse mieux connaître les participants aussi. Puis je pense que ça a fait œuvre utile, certainement. Et puis aussi de voir les proches aidants, les familles, les maris, les épouses, les filles. On a un participant on voit ces filles on voit comment il y a un esprit de collaboration qui s'est créé aussi à travers ces gens-là. Ensuite, on a naturellement le traditionnel bye-bye qui va être présenté avec la vidéo description le 31 décembre à 23h, en même temps que Radio-Canada. Nous, on a l'exclusivité de la vidéo description pour la diffusion en simultané avec Radio-Canada, et eux vont pouvoir le présenter avec la vidéo description le lendemain dans la reprise. Donc ça, on est toujours content de pouvoir offrir ça à notre clientèle, à nos téléspectateurs, et je pense que c'est apprécié aussi. Ensuite, en janvier, on a le retour de Ça ne se demande pas, une des séries qui a eu le plus grand succès chez nous dans la population générale aussi. Les gens sont très réactifs sur nos médias sociaux pour dire combien ils apprécient les informations qu'ils reçoivent dans cette série-là. Donc, on l'avait arrêté il y a 2 ans et on la ramène pour une 6e saison. Donc, encore, on va traiter d'autres sujets liés au handicap ou à la maladie handicapante, aux limitations, perte de mémoire, dépression, justement perte cognitive. Donc, c'est 6 épisodes à compter du 5 janvier. Ensuite, en février, une nouvelle série Affaires publiques qui est co-animée par Michel Corday et Dominique Fillon, qu'on a connus tous les deux ensemble dans la série Vestiaire. Dominique est aussi connu comme humoriste, mais ils vont animer une série qui s'appelle Espace réservé, qui avec grand plateau, avec 4 invités autour d'eux, et on va parler de sujets qui ont trait au handicap, et avec des capsules humoristiques aussi à travers ça, mais on parle de l'éducation postsecondaire, on va parler de transport, on va parler d'hébergement, de tous des sujets d'intérêt pour tous, mais aussi qui peuvent avoir des sensibilités au niveau des personnes qui ont des limitations. Donc ça, on est très content de cette nouvelle série, 7 fois 1 heure à compter du 19 février. Puis je vous parle de peut-être 2 ou 3 autres si j'ai le temps. Toucher, une autre série originale dès le 4 février. Toucher, ça va traiter d'un sujet un peu délicat, je dirais. On va parler puis le but d'en parler, c'est de créer que les gens, que les personnes en autorité gouvernementale puissent se conscientiser au fait qu'il y a des gens en situation de handicap qui doivent faire appel aux services d'assistance sexuelle. Et comme c'est encore quelque chose d'illégal au Québec, on a pensé que ce serait important d'en parler de façon ouverte et respectueuse, naturellement. Donc ça va être raconté du 4 février. Je pense que ça va créer un débat, peut-être. Oui, des réactions, sans doute.
Oui, ben on souhaite ça. C'est pas une série qui a été produite pour être oui, percutante, mais pas non plus manquer de respect à personne ni choquante. C'est juste établir les faits et parler avec l'aide de spécialistes de ce besoin-là qui est souvent ignoré et d'autant plus que c'est encore considéré comme milieu. Ensuite, on a une nouvelle série en mars, la bande à Elvis. La bande à Elvis, on suit un groupe de trisomiques qui sont tous dans la trentaine ou à peu près, qui font depuis 15 ans des spectacles majoritairement sur la rive sud de Montréal, qui vont faire des je sais pas comment, mais on a Elvis et ses musiciens, donc ses costumes, tout ça, c'est de voir tout le soutien qu'ils ont de la part de leurs parents. C'est eux qui font la réservation pour les spectacles, qui font comme la gérance de tournée. C'est les mamans qui vont faire les costumes. Puis c'est la fin de ça parce que les parents commencent à être fatigués et ils ont décidé de mettre un terme à celui de tournée-là. Ils ont fait en 15 ans, ils ont fait 95 spectacles. Donc on les suit dans les 2 derniers spectacles qu'ils vont faire. Ils vont aussi rencontrer Martin Fontaine à l'Espace Saint-Denis. C'est une belle série aussi qui va réchauffer les cœurs. Oui, c'est quand même franchement intéressant. Puis vous l'avez dit, ça montre aussi toutes les implications des parents quand on a un enfant différent pour essayer de l'inclure à la société, puis pour essayer de pallier et de se battre pour ses droits fondamentaux. Je pense que vous le savez probablement comme moi, les parents deviennent militants malgré eux parfois pour leur enfant. Ils n'ont pas le choix de prendre ce rôle-là. Oui, vous avez tout à fait raison. Puis je pense que les parents le font de façon naturelle aussi. Ils veulent protéger leurs enfants, ils veulent que leurs enfants s'épanouissent. Donc je pense que c'est important de montrer ce côté-là aussi. Oui, puis comme vous le dites, ça montre une certaine diversité aussi dans les écrans dont on a franchement besoin pour essayer, entre guillemets, de normaliser les gens qui ont des différences et de montrer que finalement, on est tous un peu dans le même bateau. Là. C'est exactement ça, puis c'est aussi montrer que on a tous les mêmes soucis. Que ce soit de trouver un hébergement, d'avoir un emploi, d'avoir accès à des soins de santé, avec limitation ou sans limitation, normaux ou pas, tout le monde a les mêmes interrogations, les mêmes besoins. Donc c'est ça, c'est faire pas que ce soit eux qui aillent à s'adapter à la société, mais que ce soit la société qui s'adapte à eux. C'est bien dit. Merci beaucoup d'avoir passé du temps avec nous. Isabella Fagaretti, vous êtes vice-présidente de développement de contenu et programmation chez nos amis d'Amitié et on attend la programmation de l'hiver 2026 avec beaucoup de joie. Je pense qu'il y a énormément de bons contenus qui vont être présentés sur votre chaîne. Merci, c'est très, très gentil. Merci de l'invitation. Merci à vous.
Et maintenant, la revue de presse. On commence avec les obstacles à l'embauche et à l'intégration en matière d'emploi pour les personnes en situation de handicap. C'est évidemment un enjeu dont on parle beaucoup dans les derniers mois et dans les dernières années. Et la Commission des droits de la personne et de la jeunesse a mené une enquête qui a été réalisée donc et dévoilée en mai 2025 concernant le manque d'intégration et d'emploi des personnes en situation de handicap et les défis pour leur intégration dans le milieu de l'emploi. Ces personnes-là donc font beaucoup face à de la discrimination à l'emploi. C'est ce que conclut, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse dans leur étude qui est sortie donc au printemps 2025. Plus d'1 million de personnes en situation de handicap font face à des obstacles dits persistants à l'embauche et à l'intégration au maintien en emploi. On dit que 93% qui ont été interrogés dans le cadre de cette étude-là ont connu des trajectoires professionnelles très difficiles qui ont été caractérisées par l'instabilité et la précarité. Elles ont de la difficulté à trouver un emploi qui correspond à leurs besoins et à faire respecter leurs droits lorsqu'elles arrivent donc dans un niveau, dans un nouvel milieu d'emploi. On parle de 83% qui ont déclaré avoir subi une expérience de travail qui impliquait des formes d'harcèlement liées à leur handicap, dont des remarques humiliantes ou des blagues qui étaient maladroites de la part des collègues ou de la part de personnes en situation de pouvoir contre elles. Donc, c'est quand même des pourcentages qui sont énormes quand on parle d'une étude là, justement qui vient de sortir en 2025. En compétences égales, elles sont moins favorisées que des personnes qui n'ont pas de différence fonctionnelle, qui n'ont pas de handicap, et elles sont souvent vues comme étant le dernier choix ou la dernière option si on n'a personne d'autre engagé à leur place, et on leur fait sentir quand elles arrivent dans le milieu de travail comme quoi elles ne seraient pas à la hauteur, mais qu'elles ont été prises en dernier recours. Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même alarmant là quand on parle d'une société comme au Québec où on se dit très, très inclusif. Il y a énormément de personnes en situation de handicap qui sont en état de pauvreté parce qu'elles n'arrivent pas à avoir un emploi et à maintenir un emploi malgré des compétences. Les personnes en situation de handicap ont souvent des hautes études pour essayer d'avoir un emploi stable et un emploi qui rémunère bien, mais malgré d'autres études, ont beaucoup de difficultés à intégrer le marché de l'emploi. Et évidemment, ça cause beaucoup de personnes en situation de handicap sur l'aide de dernier recours. L'aide de dernier recours qui, évidemment, n'est pas suffisante pour répondre aux besoins des personnes en situation de handicap au niveau financier. Et on ajoute à ça, évidemment, là, les besoins au niveau social et aux besoins au niveau de faire quelque chose de positif et d'avoir l'impression de contribuer à la société. Évidemment, pour les personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas atteindre le marché de l'emploi, c'est aussi des difficultés au niveau de la santé mentale qui découlent de ça par rapport à leur estime personnelle, par rapport au manque de socialisation également. Donc, c'est quand même des enjeux qui sont très présents au Québec encore aujourd'hui. Et c'est ce que l'étude qui a été faite par la Commission des droits des droits de la personne et des droits de la jeunesse met de l'avant. Donc, il y aurait manière d'améliorer significativement l'emploi des personnes en situation de handicap, entre autres en mettant des lois donc un peu plus serrées qui favorisent le maintien à l'emploi et l'embauche des personnes en situation de handicap, mais qui sont aussi accompagnées d'amendes pour les personnes, évidemment, qui ne respectent pas le droit des personnes en situation de handicap ou qui ne respecteraient pas donc un certain seuil d'employabilité des personnes en situation de handicap. Donc, il va falloir suivre à ce niveau donc les avancées par rapport à l'emploi des personnes en situation de handicap. Là, c'est encore un dossier qui va demander au gouvernement de s'appliquer pour faire changer les choses. On parle maintenant de l'inclusion des enfants en situation de handicap dans les écoles. Entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2025, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse a reçu 146 plaintes qui portent sur l'adaptation ou le manque d'adaptation des services éducatifs
dispensés dans des établissements d'enseignement primaire ou secondaire, c'est-à-dire que les enfants ne pouvaient pas intégrer des milieux scolaires qui correspondaient à leurs besoins, ils n'avaient pas les ressources dont ils avaient besoin au milieu scolaire pour suivre leur cursus à cause d'une situation de handicap. Et que quand je parle d'handicap, je parle bien sûr au sens large. Il peut y avoir des questions par rapport à des difficultés d'apprentissage, par exemple, où les enfants demandent un peu plus de soutien. Donc, la proportion d'élèves en situation de handicap ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage a doublé au Québec et hors des 2 dernières décennies, mais on manque de soutien pour appuyer et intégration et inclusion des élèves en situation de handicap dans les écoles. Évidemment, c'est aussi dû au fait des compressions qui s'accumulent donc dans le milieu de l'éducation, hein, des enfants qui ont des besoins particuliers, qui ont besoin parfois d'éducateurs, d'éducatrices dans les kiosques, parfois même en 1 pour 1. Ben, quand on fait des coupures de budget, il est clair que ces enfants-là donc vont se faire couper le soutien dont ils ont besoin pour suivre un cursus dans une école. Il y a aussi énormément d'écoles, pas d'écoles, mais de classes qui sont coupées, donc de classes pour les enfants à besoins particuliers qui sont coupés par manque de financement dans les écoles. Donc, c'est vraiment un grave problème pour les enfants en situation de handicap et un cauchemar, évidemment, pour les parents, puisque certains enfants ne peuvent pas suivre un cursus. On leur dit littéralement de rester à la maison parce qu'on ne peut pas les inclure dans des écoles faute de budget, faute de ressources. Et donc, les parents doivent trouver une alternative, en particulier lorsque les 2 parents travaillent à temps plein, pour avoir, évidemment, là, que l'enfant soit gardé à quelque part pendant que les parents travaillent. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui doivent cesser leur emploi ou aller dans des emplois à temps partiel pour répondre au manque pour les enfants. Évidemment, ça cause toutes sortes de problèmes au niveau de la sécurité financière, au niveau de la santé mentale des enfants, des parents. Également au niveau, évidemment, du bien-être de toute la famille. Donc, on parle de la charte des droits et libertés de la personne là, qui n'est pas respectée et de la loi sur l'instruction publique qui n'est pas respectée, puisque les enfants, peu importe leur situation de handicap ou leurs besoins particuliers, ont le droit, évidemment, à une éducation pleine et à aller à l'école à temps plein jusqu'à l'âge de 16 ans. Et dans plusieurs des cas, et de plus en plus, ce n'est pas respecté par manque de ressources de la part des écoles. Et donc, évidemment, là, c'est un défi pour les parents, pour les familles, mais également pour les écoles là, qui essaient de répondre aux besoins qui sont grandissants, mais sans avoir les ressources nécessaires. Et quand on dit que les besoins sont grandissants, bien sûr, c'est pas qu'il y a plus d'enfants qui ont des difficultés qu'avant, mais c'est que ces enfants-là sont mieux détectés par la science. On arrive à faire des diagnostics beaucoup plus tôt et des diagnostics beaucoup plus précis. C'est ce qui explique que maintenant, le chiffre d'enfants à besoins particuliers a doublé dans les écoles comparativement à ce qu'on avait il y a une dizaine d'années. Finalement, une étude réalisée par le Centre d'initiation à la recherche d'aide et au développement durable en Gaspésie montre que les transports sont très peu adaptés pour les personnes en situation de handicap. Dans la majorité des régions, donc en Gaspésie, on a très peu accès aux services de transport adaptés, encore une fois par manque de ressources et par compression. Les chercheurs ont interviewé donc 13 personnes en situation de handicap afin de mettre en lumière les défis reliés au manque de transport adapté. Et ce qui sort de ça, en fait, c'est que les personnes en situation de handicap se voient contraintes de rester à la maison parce qu'ils n'ont pas de service de transport adapté qui est adéquat. C'est le cas en Gaspésie, c'est le cas dans plusieurs régions, particulièrement en régions éloignées et même dans les régions qui ne sont pas éloignées. Hein, on en a parlé souvent à cette émission aussi, les défis, les enjeux par rapport aux services de transport adaptés qui, même s'il est plus présent dans des grandes régions comme Montréal, a connu quelques bavures, a connu également
des compressions importantes. Ce que ça fait, entre autres, c'est que les personnes en situation de handicap, donc, oui, restent à la maison et sont obligées, d'annuler des activités, ce qui cause, encore une fois, des problèmes de santé mentale dus à l'isolement de ces personnes-là, puisqu'elles ne peuvent pas sortir et avoir une vie active. Donc, tant au niveau de faire du sport, de faire des activités, mais aussi au niveau social. Et évidemment, ça cause aussi des problèmes de santé dans l'optique où, lorsque les personnes ne peuvent pas aller, par exemple, à leur rendez-vous médical ou à leur suivi par manque de transport adapté, bien, ça peut causer des problèmes au niveau des suivis médicaux et engendrer donc des problèmes de santé qui vont s'empirer avec le temps. Donc, c'est quelque chose qui est particulièrement difficile là, pour les personnes en situation de handicap. Et si on pense que ces personnes-là, même si le transport adapté, lorsqu'il est disponible, il est souvent inadéquat dans l'optique où il manque de flexibilité, ce qui ne permet pas aux personnes en situation de handicap, par exemple, de choisir à quel moment elles vont sortir d'une soirée ou de repousser un transport si elles veulent rester plus longtemps ou si, par exemple, le repas dans un restaurant arrive un peu plus tard, ce genre de choses. Pour les personnes en situation de handicap qui ont un transport adapté, bien, c'est impossible d'avoir cette flexibilité-là, ce qui rend évidemment les choses difficiles et anxiogènes là, pour les personnes en situation de handicap qui sont prises avec des règles qui sont très inflexibles dans les transports adaptés. Donc, c'est tout pour la revue de presse d'aujourd'hui. C'est également tout là, pour notre émission de Sans détour de cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Bonne semaine tout le monde.